Louis de Funès. Rien que son nom évoque le rire, l'énergie, les grimaces inoubliables et ce rythme effréné qui faisait de chaque scène un feu d'artifice comique. Mais derrière ce masque hilarant se cachait une vie marquée par la douleur, les épreuves et un combat permanent contre l'adversité. Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, Louis de Funès voit le jour au sein d'une famille espagnole exilée. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonore Soto Regras, sont originaires respectivement de Séville et de Galice. Leur union, désapprouvée par leurs familles respectives, les pousse à fuir l'Espagne pour chercher refuge en France en 1904. Là, leur rêve d'une vie meilleure va peu à peu s'éroder. Carlos, autrefois avocat et issu d'une lignée noble liée au comte de Galarza, ne parvient pas à maintenir son rang. Il devient tailleur de diamants, un métier qui leur assure un semblant de stabilité, jusqu'au jour où il se lance dans des aventures financières hasardeuses, espérant retrouver son prestige d'antan. Mais ses efforts échouent les uns après les autres. Ruiné, humilié, Carlos en vient à simuler sa propre mort. Il laisse un mot d'adieu, son chapeau et ses chaussures au bord d'un canal parisien. En réalité, il s'enfuit en Amérique du Sud, espérant un nouveau départ. Mais là-bas, ce n'est pas la fortune qu'il trouve. C'est la tuberculose. Il meurt, seul, loin des siens. Louis n'a que quelques années quand il perd son père. Sa mère, Léonore, autrefois femme respectée d'un bon milieu, se retrouve subitement dans la misère. Elle élève seule ses enfants, dans un modeste appartement de Courbevoie. Elle est fière, colérique, déterminée. Et cette force de caractère, mêlée à ses explosions de colère, façonnera à jamais le petit Louis. Selon le réalisateur Georges Lautner, qui la connaissait personnellement, Léonore était célèbre pour ses colères théâtrales. Elle tapait du pied, criait, poursuivait les gens dans la rue pour leur réclamer du crédit. Une attitude aussi spectaculaire que gênante pour son jeune fils. Et pourtant, ce tempérament explosif, Louis le transformera plus tard en or comique. Lautner dira d'ailleurs, le personnage de Funès, c'était sa mère. Dans cette pauvreté omniprésente, Louis développe un talent précieux. Il découvre que faire rire les autres, c'est sa manière à lui de survivre. Quand sa mère crie dans les magasins, lui se cache, rougit, a honte. Mais dans le silence de sa chambre, il répète, il mime, il transforme la honte en comédie. Petit à petit, il façonne le clown qu'il deviendra. À l'école, pourtant, rien ne semble le prédestiner à une grande carrière. Élève moyen au prestigieux lycée Condorcet, il peine à se concentrer, abandonne ses études et perd tout espoir d'une voie traditionnelle. Sans diplôme, sans appui, il erre de petit boulot en petit boulot. C'est alors que la musique devient son refuge. Louis joue du piano dans les bars de Pigalle, au cœur de la nuit parisienne. C'est là, au milieu des serveuses fatiguées et des clients distraits, qu'il perfectionne son art du mime. Il joue, il grimace, il amuse. Son public est petit, mais l'effet est là, les rires fusent. Le comédien est né. Connu sous le surnom affectueux de Foufou, Louis parle 3 langues, français, espagnol et anglais, et possède un don artistique indéniable. Il aime dessiner, il aime jouer. Malgré ses échecs scolaires, il est habité d'une curiosité insatiable. Les clubs de jazz deviennent sa deuxième maison. Il y trouve l'opportunité de mêler sa musique à l'humour naissant qui bout en lui. Dans les années 1940, un tournant décisif, il s'inscrit à l'école de théâtre Simon. Là, il côtoie de futurs grands noms du cinéma, dont Daniel Gélin, qui jouera un rôle crucial dans son avenir. Louis n'a pas le physique d'un premier rôle. Petit, le crâne dégarni, l'allure quelconque. Et pourtant, il brille. Son jeu physique, son regard expressif, son rythme effréné, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il se souvient, plus tard, de ce professeur de chimie qui le faisait hurler de rire à l'école, simplement en prononçant le mot sodium hyposulfite. Ce détail, ce souvenir d'enfance, devient le symbole de sa comédie. Partir du quotidien pour en faire une scène inoubliable. Mais malgré son talent, le succès n'est pas immédiat. Louis enchaîne les petits rôles, souvent non crédités. Il est viré d'un travail à cause d'un incendie suspect. Il passe de l'école au chômage, du piano au rôle secondaire, de l'ombre à l'anonymat. Son fils, Olivier de Funès, dira plus tard, « Mon père faisait toutes sortes de petits boulots. Il n'en parlait jamais. Je crois qu'il embellissait un peu ses histoires. » Louis lutte. Son apparence l'éloigne des rôles principaux. Il persiste, pourtant. Il continue à jouer du piano dans les clubs, tout en montant sur scène pour des pièces mineures. Le public commence à le remarquer.
L'humoriste se forge. En septembre 1939, la guerre éclate. Louis est mobilisé. Son petit gabarit, 1,65 m pour 54 kg, et ses antécédents familiaux de tuberculose l'écartent du combat. Il est affecté à des tâches passives. Il divertit ses camarades, imite Maurice Chevalier, organise de petits spectacles. Une bouffée d'oxygène dans un monde à feu et à sang. Mais la tragédie n'est jamais loin. En mai 1940, son frère Charles est tué par l'armée allemande. Louis devient tuteur de son neveu Édouard, même s'il est trop pauvre pour s'en occuper. Cette perte le hante. Elle ajoute une nouvelle couche à la complexité de son humour, à la profondeur de son regard. Pendant l'occupation, Louis enchaîne les métiers improbables, cireur de chaussures, vitrier, gratteur de sol. Puis il revient à son refuge, le piano. Il joue dans des bistrots, pour quelques pièces ou un simple café. Il charme les clients avec ses grimaces et ses mimiques. Il fait rire pour survivre. Le rire est son arme. C'est dans ces années sombres qu'il rencontre Eddie Barclay, futur géant de la musique, qui se souvient de Louis comme un pianiste brillant incapable de lire une partition, mais doté d'une oreille exceptionnelle. Ensemble, ils s'inscrivent au Conservatoire international de jazz. C'est là que Louis rencontre Jeanne Barthélemy, la femme qui deviendra sa compagne et le grand amour de sa vie. En 1942, Louis décide de franchir le pas. Il a 28 ans. Il entre au cours Simon pour devenir acteur. Il passe l'examen avec une scène des Fourberies de Scapin. Son destin se joue. C'est là, dans une rame de métro, qu'il recroise Daniel Gélin. Une simple phrase va tout changer. « Appelle-moi demain, j'ai un petit rôle pour toi ». La suite allait tout changer. Les petits rôles s'enchaînent. Louis apparaît dans plus de 80 films sans jamais percer. Son nom reste absent des affiches, ses personnages n'ont parfois même pas de nom. Mais lui persévère. Il observe, il apprend, il peaufine son jeu. Chaque apparition est une occasion de tester une nouvelle grimace, une nouvelle intonation, un nouveau rythme. Et puis, lentement, la machine s'emballe. Le public commence à le remarquer. Les réalisateurs aussi. Il n'est plus seulement un faire-valoir, mais un comique redoutablement efficace. Son énergie débordante, son visage élastique et sa voix si particulière en font un ovni dans le paysage cinématographique français. En 1956, tout bascule. Il décroche un rôle marquant dans La Traversée de Paris, aux côtés de Jean Gabin et Bourvil. Même si son temps d'écran est limité, sa prestation fait mouche. Le public éclate de rire. Les critiques saluent ce petit bonhomme nerveux qui vole presque la vedette aux géants. Pour la première fois, le nom de Louis de Funès commence à circuler au-delà du cercle des initiés. Mais c'est dans les années 60 que le phénomène explose vraiment. D'abord avec Pouic Pouic, en 1963, qui le révèle au grand public. Puis, un an plus tard, avec le premier volet d'une saga culte, Le gendarme de Saint-Tropez. Le rôle de Ludovic Cruchot, gendarme autoritaire, maladroit et hystérique, devient emblématique. C'est un triomphe. Le film pulvérise les records d'entrée. Louis de Funès n'est plus un second rôle, il est la star. Enfin, le succès est fulgurant. Le public l'adore. Il est partout, Fantomas, Le Cornio, La Grande Vadrouille, Le Tatoué, Oscar, Hibernatu. À chaque sortie, c'est une avalanche de rire, une salle comble, un triomphe. Il devient le roi du box-office français, éclipsant même les plus grands noms du cinéma international. Et pourtant, malgré la gloire, Louis reste profondément marqué par ses années de galère. Il doute. Il travaille d'arrache-pied. Il répète, inlassablement. Il est perfectionniste, exigeant, parfois même tyrannique sur les plateaux. Il veut tout contrôler, les dialogues, les gestes, le montage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la peur. La peur de retomber dans l'oubli. Dans sa maison du Cellier, en Loire-Atlantique, il vit reclus, loin des mondanités. Il cultive son jardin, élève des roses, peint, lit. Il fuit les interviews, se méfie des journalistes. Loin des projecteurs, il redevient Louis, le discret, l'effacé. Celui que le succès n'a jamais complètement rassuré. À la ville, il est l'opposé de ses personnages, réservé, introverti, presque austère. Il n'aime pas les mondanités, déteste les fêtes, fuit les bains de foule. Il trouve son bonheur dans la simplicité. Un repas en famille, une promenade au bord de la Loire, un film de Charlie Chaplin. Il est pudique, secret, insaisissable.
Mais cette tension permanente, ce besoin de tout maîtriser, finit par lui coûter cher. En 1975, alors qu'il est au sommet de sa gloire, il est victime d'une première crise cardiaque. Le choc est brutal. Les médecins lui imposent du repos. Les tournages s'arrêtent. La France retient son souffle. Va-t-il revenir? Contre toute attente, il revient. Affaibli, amaigri, mais déterminé. Il tourne l'aile ou la cuisse, en 1976 aux côtés de Coluche. Le succès est encore au rendez-vous. Mais il sait que le compte à rebours est lancé. Son corps lui rappelle chaque jour qu'il n'est pas éternel. Il continue pourtant. La zizanie, l'avare, la soupe aux choux, le gendarme et les gendarmettes. Chaque film est un barreau d'honneur. Un dernier éclat de rire. Il donne tout ce qui lui reste. Il joue comme s'il allait mourir demain. Peut-être le savait-il. En 1983, il reçoit enfin la reconnaissance officielle qu'il mérite. Il est décoré de la Légion d'honneur par le président François Mitterrand. Une consécration tardive, mais méritée. Lui, le petit comique méprisé des débuts, entre dans l'histoire de France. Mais le cœur de Louis est usé. Le 27 janvier 1983, il s'éteint à l'âge de 68 ans. Le pays tout entier est en deuil. Les journaux titrent « La France a perdu son roi du rire ». Les hommages affluent. Les cinémas rediffusent ses films. Les rires résonnent une dernière fois. Louis de Funès laisse derrière lui une œuvre immense. Plus de 140 films, des millions de spectateurs, des scènes cultes gravées dans la mémoire collective. Mais plus encore, il laisse un vide. Un silence après le rire. Un hommage au courage, à la ténacité, à la passion. Le destin d'un homme qui n'a jamais cessé de se battre pour exister. Pour faire rire. Pour vivre. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après sa disparition, Louis de Funès continue de faire rire des générations entières. Ses grimaces, ses colères exagérées, son sens du rythme comique reste inégalé. À la télévision, ses films sont rediffusés inlassablement. Dans les écoles de théâtre, on étudie son art du geste, sa précision millimétrée. Sur Internet, ses scènes cultes sont partagées par des millions de fans. Il n'a jamais eu besoin d'effets spéciaux ni de grandes cascades. Son corps, son visage, sa voix étaient ses seuls instruments. Et avec ça, il a conquis le monde. Il a su transformer ses faiblesses en force, ses doutes en énergie créative. Il a offert au public une comédie exigeante, sincère, généreuse. Louis de Funès, c'est plus qu'un acteur. C'est un monument. Une légende. Le rire incarné. Celui qui, d'un simple froncement de sourcils, pouvait déclencher une tempête d'éclats de rire. Et cela, personne ne l'a jamais égalé.